et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Biavogi, page 5. Monsieur le Président, donc des recrues qui étaient sous le contrôle effectif du président Dadis sont intervenus au stade du 28 septembre en participant pleinement au massacre et sont revenus blessés au camp où, par la suite, ils vont être reconduits à leur base, à leur camp d'origine à Kalia. Ça, ce sont des faits qui sont acquis au débat. Et il y a un autre fait. Un autre fait, pas des moindres, Monsieur le Président, parce que ce fait d'ailleurs est gravissime. Parce que ce fait a fait qu'on ne devrait pas faire des reproches, ni à la police judiciaire de l'époque, ni au ministre, ni au procureur compétent de l'époque. Ces faits s'expliquent par l'attitude qui fut celle du président Dadis, Monsieur le Président. Monsieur le Président Dadis s'est personnellement érigé en enquêteur en chef et lors d'une conférence de presse a présenté comme bilan 57 morts, dont 7 par balle et les autres par bousculade, tout en indexant les leaders politiques comme responsables du massacre du 28 septembre. Je vous le disais tantôt que j'allais en venir. Monsieur le Président, il envoie des éléments au stade qui se rendent coupables des infractions. Mais après, il est capable de déclarer coupable comme s'il était lui-même l'incarnation de la justice, comme si lui-même il pouvait rendre justice. C'est lui, déjà, en violation de la présomption d'innocence, qui proclamait les victimes, les leaders coupables de ce qui est arrivé au stade. Il disait même, ils ont conduit les manifestants à la boucherie. Monsieur le Président, il est allé jusqu'à dire que ce sont les manifestants qui se seraient emparés des armes à la suite du saccage du commissariat central de Dixie et qui auraient commis ces infractions. Donc, lui, selon son bilan, il n'y a eu que 7 blessés par balle et les autres, 7 morts par balle et les autres morts auraient été provoqués par voie de bousculade. Monsieur le Président, Dadis était devenu enquêteur en chef. Mais quand un président prend en charge un dossier, il en fait de son dossier personnel. Quels sont ces policiers, quels sont ces gendarmes, quels sont ces procureurs qui osera s'approcher de ces dossiers? Qui? Pourtant, Monsieur le Président, il est évident que cette casquette d'enquêteur que portait le président Dadis, Monsieur le Président, était en violation des dispositions de l'article 72 du Code de procédure pénale,
du 31 décembre 1998 qui était en vigueur. Vous me permettrez de vous en donner lecture parce que c'est important pour l'intérêt de ces procès. C'est important. Il ne devrait pas se comporter tel qu'il a fait. Ce texte disposait, en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en a visé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place si le juge nécessaire et se fait assister des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Donc, d'un médecin légiste, Monsieur le Président. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de 5 000 à 15 000 francs guinéens, sans préjudice des peines plus graves et de tout dommages et intérêts. Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour recherche des causes de la mort. Monsieur le Président, il est regrettable et très très regrettable de relever que l'on a parlé d'existence de commissions d'enquête, qu'après l'identification et la restitution du reste des corps, parce qu'il y a eu des disparus, aux parents. Et cela est arrivé le 2 octobre. C'était à la date du 2 octobre, Monsieur le Président. Et la commission d'enquête a été créée. Je parle de la deuxième monture, parce qu'il y a une première monture, on va en parler tout à l'heure. Et elle n'était pas une commission d'enquête, nous en parlerons. La première commission d'enquête, la deuxième, disons, qui a été créée, c'était le 30 octobre. Parce que la première ne sera pas du tout opérationnelle pour des raisons procédurales et nous en parlerons, Monsieur le Président. Alors, et la commission d'enquête qui a été mise en place le 30 octobre, elle n'a été mise en place qu'après la restitution des corps et leur identification, seulement le 30, alors que cette restitution est intervenue le 2. Et cette commission ne sera opérationnelle que le 3, je dis bien le 3 novembre, Monsieur le Président, date des prestations, des serments de ses membres, Monsieur le Président, que je considère comme date de son opéralisation, Monsieur le Président. Je poursuis. Et ce qui est même plus grave, ce qui est même inadmissible, Monsieur le Président, c'est que cette commission n'a été opérationnalisée seulement qu'après que les traces des événements du 28 septembre ont été complètement nettoyées. Complètement nettoyées, Monsieur le Président, sous prétexte que la Guinée devrait abriter au stade du 28 septembre un match international. Monsieur le Président, par rapport aux âmes des Guinéens qui ont été abattus au stade du 28 septembre, par rapport, Monsieur le Président, aux blessures des victimes qui continueront à porter à jamais les séquelles des dites blessures. Et un match de football, qu'est-ce qui est plus important? Donc,
le stade a été nettoyé. C'est regrettable. C'est pour vous dire que c'est après tout cela, tout s'est fait, qu'il y aura la mise en place de 2 commissions d'enquête. Une première commission, et la commission d'enquête internationale, et parallèlement à cette commission, une commission d'enquête nationale sera mise en place. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que c'est face à la pression de la communauté internationale que le président Dadis a été obligé, en son corps défendant, d'accepter la mise en place de cette commission d'enquête internationale. Ça ne résultait d'aucune volonté politique, contrairement au son de cloches qu'on entend de l'autre côté. Monsieur le Président, cette pression était portée, nous étions là encore, Monsieur le Président, mais ça ressort des dossiers de la procédure, ne pouvons pas être témoins en tant qu'acteurs. Cette pression était portée par le groupe de contact international de la CEDEAO. On a connu ce groupe de contact qui était très actif, qui était très dynamique, mais c'était porté aussi par les Nations Unies. La pression était portée également par l'Union africaine. C'est dans ces circonstances, Monsieur le Président, que le secrétaire général des Nations Unies d'alors, M. Ban Ki-moon, parviendra à mettre en place cette commission. C'était à la date du 17 octobre 2009, mais les membres de cette commission ne seront nommés que le 30 octobre 2009. 30 octobre 2009, ça veut dire que les 2 commissions ont été presque... Voilà, et c'est date à laquelle la commission guinéenne a été mise en place, et alors que l'autre commission existait déjà. Pourquoi? Alors, mettre en place une commission d'enquête nationale alors qu'une commission d'enquête internationale existait déjà. Nous en parlerons, Monsieur le Président. Et la mission de cette commission était ceci: d'établir les faits et les circonstances des événements du 28 septembre et de leurs suites immédiates, de déterminer la nature des crimes commis, d'établir les responsabilités et, dans la mesure du possible, d'identifier les auteurs. Monsieur le Président, si l'on peut se réjouir de la mise en place de ces 2 commissions d'enquête, parce que quand on parle de commissions d'enquête, le but recherché, c'est d'aider à la manifestation de la vérité, c'est d'obtenir la justice. Cependant, Monsieur le Président, force est de regretter leur méthode de fonctionnement qui remettait en cause leur impartialité et leur indépendance. Là, je vais critiquer leur impartialité et leur indépendance. Monsieur le Président, je commence par la commission d'enquête internationale. Cette commission d'enquête internationale prévoyait clairement que la publication de son rapport devrait être subordonnée à un entretien préalable que ses membres devraient avoir sur les conclusions préliminaires, ces conclusions préliminaires avec le président Dadis. Donc, avec l'une des parties. Le président Dadis était visé par les enquêtes. Ce n'était pas du tout
admissible que ces rapports le prévoient, et je n'invente pas, parce que c'est à la page 7, paragraphe 19, du rapport de la commission d'enquête, où il a dit clairement, c'est pour vous dire que tout était dirigé contre mon commandant. Tout était dirigé contre lui. Il fallait être dans les bonnes grâces du président. Il fallait remettre en cause le principe d'impartialité devant caractériser une commission d'enquête pour faire plaisir au président Dadis. À la page 7, paragraphe 19, disais-je, cette commission d'enquête prévoit dans son rapport ceci. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Monsieur le Président, vous voyez ça? Donc, si le président Dadis devrait bénéficier de ses droits, vous êtes sûr, vous êtes convaincu, vous conviendrez avec moi que s'il était encore aux affaires en ce moment, que ces conclusions, les conclusions résultant des travaux de cette commission ne seraient jamais rendues publiques, parce que leur publication était subordonnée à cela. Là, cette impartialité, ce manque d'impartialité, disons, mérite d'être relevé et d'être critiqué. Monsieur le Président, la même commission d'enquête a conclu à la responsabilité de mon commandant, sans l'avoir jamais entendu. Et je vais vous en donner la preuve. Monsieur le Président, quand vous prenez le rapport issu des travaux de cette commission d'enquête internationale, plus précisément en sa page 49, paragraphe 222, il est aisé de lire ceci. Le lieutenant Aboubakar Chérif Diakité d'Itoumba. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar Chérif Diakité d'Itoumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, cette enquête, alors on ne peut pas lui opposer ses conclusions. À l'état civil, mon commandant répond au nom de M. Aboubakar Diakité. Mais la commission a entendu Aboubakar Chérif Diakité. Vous vous rendez compte que c'est différent et que toute enquête sérieuse commence par l'identification de la personne poursuivie, de la personne à entendre, à travers ses noms, prénoms, profession, domicile, filiation, s'il y a lieu, situation matrimoniale, s'il y a lieu, son passé pénal. On va vous demander souvent, est-ce que vous avez été recensé une fois dans l'armée, et voire même son numéro matricule, s'il a été... Mais vous relèverez que nulle part dans ces rapports, il n'est question de ces éléments d'identification permettant d'affirmer avec exactitude, avec netteté, que c'est M. Aboubakar Diakité d'Itoumba qui a été entendu par cette commission. Monsieur le Président, souvent, j'entends mes confrères des partis civils faire souvent état d'un procès verbal d'audition
Et ce procès verbal n'est même pas versé au dossier, mais ils s'en prévalent et souvent, ils en donnent lecture. Mais ce qui est intéressant de relever, lorsqu'ils en donnent lecture, on retient deux choses. Premièrement, on retient que la personne entendue dans ce procès verbal, cette personne-là, elle est appelée par ses initiales. Monsieur le Président, on dit AD. AD. Mais est-ce que ces initiales ont quelque chose à voir avec les initiales du nom de Aboubacar Cherif Diakité qui a été entendu? Si c'est une question d'initiale de la personne entendue, alors ce procès verbal devrait contenir comme initiale ACD. D'ailleurs, quand on entend quelqu'un sur le procès verbal, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on n'a pas indiqué son nom sous forme d'initiale. Aucun texte ne l'admet, Monsieur le Président. Et ce qui est encore plus intéressant, dans ce procès verbal, vous n'avez nulle part où il est indiqué le nom de la personne qui aurait procédé à cette audition. On se contente seulement de dire la commission, la commission, la commission. Monsieur le Président, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes tous des professionnels du droit. Nous savons que lorsqu'on doit entendre une personne, alors il y a une certaine obligation, en tout cas une obligation qui doit être accomplie. Et cette formalité, si elle n'est pas accomplie, Monsieur le Président, elle enlève au procès verbal toute force probante. Et je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 499 de notre Code de procédure pénale qui traite de la force probante d'un procès verbal, mais aussi d'un rapport. Tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Je voudrais préciser qu'au moment où cette commission intervenait, les dispositions qui étaient en vigueur étaient bien celles de l'article 442 du Code de procédure pénale du 31 décembre 1998. Vous relèverez, en procédant à une comparaison entre ces deux dispositions, qu'il n'y a aucune différence. Les dispositions de l'article 499 correspondent in extenso à celles de l'article 442 du Code de procédure pénale du 31 décembre 1998. Alors, qu'est-ce que nous relevons? Il se trouve que ceux qui avaient qualité, Monsieur le Président, parce qu'ils avaient reçu mandat de Monsieur le Secrétaire général pour pouvoir procéder à ces enquêtes, personne parmi ces commissaires désignés nommément n'a eu à entendre mon commandant, n'a eu même à entendre
celui qu'on a voulu confondre à mon commandant. Ces commissaires ont été nommés le 30 octobre 2009 et en consultation avec la CEDEAO et l'Union africaine, les 3 commissaires, en l'occurrence, étaient M. Mohamed Bejaoui, d'origine algérienne, Mme Françoise Njane Dao, Kaï Ramiwa, du Burundi, et Mme Pramila Patin, de l'île de Maurice. Page 5, paragraphe 6 du rapport, Monsieur le Président. Alors, ces commissaires d'ailleurs nommés le 30 ne sont arrivés à Conakry seulement que le 25 novembre 2009. Page 6, paragraphe 9 du même rapport. Donc, Monsieur le Président, vous comprendrez que ces rapports n'ayant pas été dressés par un commissaire nommément désigné par M. Ban Ki-moon, secrétaire général d'alors, la conséquence, c'est que ces procès-verbaux ne peuvent produire aucune force probante, en tout cas à l'égard de mon commandant. Et le rapport qui en a résulté ne peut non plus produire, et en application des mêmes dispositions légales, aucune force probante à son égard. Monsieur le Président, il n'y a au dossier de la procédure aucun procès verbal. Or, nous savons tous qu'un rapport n'est ni plus ni moins que la synthèse des différentes déclarations contenues dans les procès verbaux dressés par un enquêteur ou dressés par les enquêteurs. Donc, si, et dans cette affaire, nous n'avons aucun procès verbal, la question que l'on se pose est de savoir le rapport de la commission d'enquête internationale est la synthèse de quel procès verbal. Comment cette commission d'enquête internationale a-t-elle procédé? Je crois que cette question qui nous taraude à l'esprit retiendra votre attention, vous connaissant très très respectueux de la légalité. Et ce qui, je vous ai dit tout à l'heure, que les membres de cette commission ont été nommés le 30 octobre et ils ne sont arrivés à Conakry que le 25 novembre. Mais déjà, le 18 décembre 2009, leur rapport était publié. Ce qui constitue une curiosité. Une curiosité. Est-ce possible? Puisque les membres de cette commission disent dans leur rapport qu'ils seraient parvenus à entendre 700 témoins et victimes. Est-il possible de procéder à l'audition des 700 témoins et victimes en l'espace d'un mois et demi, quelques jours même? Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout possible et que ces éléments sont de nature à affecter la crédibilité de ces rapports à l'égard de mon commandant, et vous en tiendrez compte, surtout que les débats qui ont eu lieu ici ont démontré tout le contraire de ce qui s'y trouve consigné. À présent, parlons de la fameuse commission d'enquête, commission nationale d'enquête dite indépendante. Je ne suis pas d'accord. Cette commission n'a jamais été indépendante et je vais vous en administrer la preuve. Monsieur le Président, le but recherché par cette commission
était de contrecarrer les résultats qui devraient venir des travaux de la commission d'enquête internationale. Et je n'irai pas loin pour pouvoir le démontrer. Ici, vous avez, au moment où il était question de diffuser des audios, vous avez diffusé un audio, et dans cet audio, le ministre de la Justice d'alors, je vais taire son nom, mais il saura que le travail qui a été fait n'est pas un travail honorable et que c'était un travail qui visait à contrecarrer les travaux, les résultats qui devraient provenir des travaux de la commission d'enquête. Monsieur le Président, lorsqu'on le suivait, il disait ceci, j'ai procédé à la transcription. Puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger. Il parle des membres de la commission d'enquête internationale. Comme ça, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que c'est au corps défendant du président Dadis et de tous ceux qui étaient autour de lui que cette commission a été mise en place. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous étiez arrêtés. Qu'à cela ne tienne, la volonté de l'État était entière. Il a fallu mettre une commission de toutes les façons pour ne pas laisser le terrain à la seule commission d'enquête internationale. Ça, c'est le garde des Sceaux qui parle comme ça. Et c'était à l'occasion de la conférence de presse. Nous avons suivi ça ici. C'est pour vous dire quels étaient les réels objectifs qui ont prévalu à la mise en place de cette commission. Monsieur le Président, vous voyez que cette commission d'enquête dite nationale, dite indépendante, elle aussi, elle a conclu à la responsabilité de mon commandant sans l'avoir jamais entendu. Et contrairement à ce qu'un témoin a dit ici, que mon commandant aurait été entendu par cette commission, je m'inscris en faux. Ces membres de cette commission, je me demande s'il a participé aux travaux de la rédaction de leur rapport, parce que dans le rapport de cette commission nationale dite indépendante, il est écrit clairement à la page 8 que l'impossibilité pour la commission d'auditionner le président de la République et le lieutenant Boubacar Sidiki Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la commission. Donc, au terme, au titre, je veux dire, des difficultés de la commission même reconnaît dans son rapport qu'elle n'a pas entendu mon commandant, mais cela ne l'a pas empêché de conclure à sa responsabilité. Monsieur le Président, cette commission, elle était dirigée contre mon commandant. Cette commission, Monsieur le Président, elle était une commission d'enquête partiale. Elle n'était pas indépendante. Je vais vous donner lecture de quelques passages concernant ce que nous disait le président de cette commission. Le président de cette commission, Monsieur le Président, disait ceci. Et c'était en réaction, on l'a suivi ici, dans cette salle,
à l'une des questions posées par un journaliste. Le journaliste qui relevait que M. Bahouri a réagi en disant qu'il a été cuisiné, il a été traité comme si il faisait partie de ceux qui se sont rendus coupables des faits du 28 septembre. En réponse et au cours de cette conférence de presse, le président de cette commission a réagi en ces termes. Le commandant Kegboro, quel acte il a posé pour que ce jour-là, il soit cuisiné? C'est un président qui parle comme ça. Rien. Il est venu au devant des leaders pour leur demander, n'est-ce pas, de surseoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est venu nous exposer. Dans les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations, que nous lui avons demandé et il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser? Personne n'a dit que Kegboro lui a fait ceci ces jours-là. Le ministre Kegboro. Au contraire, M. Bahouri, dans son intervention ici même, nous a dit qu'il doit la vie sauve grâce à l'intervention du ministre Kegboro ces jours-là. Il en est de même pour plusieurs leaders politiques. Donc, quelle autre question voudriez-vous qu'on pose à ces messieurs-là qui vraiment ont fait leur devoir ces jours? Voilà. Donc, il le blanchissait, il le disculpait. Du coup, les enquêtes étaient orientées contre mon commandant, qui d'ailleurs n'était plus au pays, parce que je vais en venir. Il avait fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Monsieur le Président, cette commission d'enquête n'a jamais été une commission d'enquête indépendante, une commission d'enquête impartiale. Et vous vous rendrez compte aussi que cette commission d'enquête prévoyait en son article 7 que ces audiences étaient publiques. Mais il se trouve que ce n'était pas tout le monde qui était soumis à cette publicité. Je vous ai parlé du cas du général Oumar Sanno, qui a été entendu dans le confort et dans le secret de son bureau, pendant que les Bahouri et autres ont été entendus publiquement par les mêmes enquêteurs. Mais, en dehors même de cela, la publicité des enquêtes, telle que prévue en l'article 7 de l'ordonnance portant création de la commission, est non seulement contraire à tous les standards internationaux, aux principes généraux, parce qu'une enquête, se doit d'être secret. Une enquête doit être menée sous le sceau de la confidentialité. Mais très malheureusement, ce n'était pas le cas. C'était même contraire à l'article 10 du Code de procédure pénale. Parce que l'article 10 du Code de procédure pénale, qui était en vigueur en ce moment, disposait clairement que la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Ce secret des enquêtes a été foulé aux pieds et cela a eu comme conséquence fâcheuse, cette publicité des enquêtes a entraîné la méfiance. A entraîné la méfiance des victimes de viol, Monsieur le Président. Cette commission n'est parvenue à entendre aucune victime de viol. Toutes les femmes victimes de viol ont fui cette commission, Monsieur le Président. Voyez le procès à cette phase
il est caractérisé, disons, par la publicité. Mais les femmes victimes de viol, vous ne les avez pas entendues à l'audience publique. Vous avez ordonné le huis clos. Au moins, ça c'est pour le respect de leur dignité. Monsieur le Président, ce qui a manqué à cette commission, et elle-même, elle le reconnaît, au titre de ses difficultés. À la même page 7 de son rapport, en disant ceci: difficultés rencontrées par la Commission nationale d'enquête, moi je ne dirais jamais indépendante, dite indépendante, figure entre autres. Malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la Commission nationale d'enquête dite indépendante. Monsieur le Président, aucune femme. Et M. François-Lucien Fall vous a dit ici, et par rapport à cette question de publicité des enquêtes, que eux, ils n'avaient aucune confiance en cette commission et que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils se méfiaient de cette commission d'enquête. Monsieur le Président, il y a un autre élément par rapport à cette commission d'enquête nationale dite indépendante. Il y a un autre élément que j'ai relevé dans son rapport et qui constitue un mensonge, une contre-vérité pour le respect de ceux qui l'ont rédigé. Dans son préambule, il a dit ceci: l'ordre des avocats, la chambre des notaires, la chambre des huissiers, les forces vives, les représentants des syndicats et organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas envoyé des représentants à la commission. Mais, Monsieur le Président, ça, ce n'est pas du tout exact. Les raisons véritables se trouvent ailleurs, mais ce n'est pas ce que ces commissaires ont consigné dans leur rapport, Monsieur le Président. Et c'est que dans le même rapport, ils le disent, mais sans pour autant en être conscient, en tirant toutes les conséquences. C'est parce que, tout simplement, et cette commission dite d'enquête était à la fois investie des pouvoirs d'investigation, mais aussi d'instruction. Vous voyez, une commission d'enquête, on dit d'enquête, mais elle va procéder à des enquêtes, mais aussi elle va instruire. Monsieur le Président, ce qui constitue, à ne pas en douter, vous le savez mieux que moi, une atteinte au principe de séparation des fonctions judiciaires, qui voudrait que les fonctions de poursuite soient exercées par des personnes différentes de celles qui exercent les fonctions d'instruction, et que les personnes qui doivent exercer les fonctions d'instruction doivent elles aussi être différentes de celles qui doivent juger. Mais imaginez-vous, on voudrait profiter de cette situation pour avoir une mainmise sur la commission d'enquête, pour amener cette commission d'enquête, Monsieur le Président, non seulement à mener des investigations, mais aussi à instruire et à entreprendre une décision de renvoi devant la juridiction des jugements. Heureusement que les corporations qui étaient visées et qui devraient y siéger sont bien averties, sont bien avisées. Ces corporations ont refusé de tomber dans ces pièges qui devraient permettre au président Dadis
de manipuler, d'instrumentaliser la commission d'enquête pour pouvoir se disculper et pour pouvoir sacrifier à jamais mon commandant, Monsieur le Président. C'est là, cette manœuvre a été déjouée par les différentes corporations. Toutes ces corporations ont refusé d'y siéger. Heureusement qu'en ce moment, j'étais inscrit au barreau, j'étais avocat. C'est une situation que j'ai personnellement vécue. Ce qui est consigné dans le rapport n'est pas la réalité, n'est pas la vérité, Monsieur le Président. Comme vous venez de le relever avec moi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la machine judiciaire a été mise en branle contre le commandant Toumba par les tenants du pouvoir d'alors qui voulaient le sacrifier pour pouvoir couvrir leurs responsabilités pénales en le présentant, Monsieur le Président, comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Monsieur le Président, il est regrettable de relever que ceux qui étaient au service de cette entreprise machiavélique, que Machiavel m'en excuse, Monsieur le Président, qui voudrait coûte que coûte couvrir leurs responsabilités. Vous avez compris déjà, à travers ceux qui sont intervenus au stade, vous avez compris. Le pouvoir d'alors a voulu se servir tout simplement d'une interprétation erronée de la part des leaders qui étaient au 28 septembre. Puisque, Monsieur le Président, partout où on voyait le président Dadis, on voyait mon commandant derrière lui. Et mon commandant a été aperçu au stade. Et au stade, il y a eu des bureaux russes qui sont intervenus. Sur instruction du président Dadis. Monsieur le Président, ces leaders sont partis d'un raccourci très simpliste, très erroné, en faisant une déduction pour dire, ben, puisque Toumba est à tout moment derrière le président Dadis, alors c'est lui qui dirigeait les bureaux rouges. Mais, Monsieur le Président, je vais y revenir. On a suivi les leaders ici, on a suivi les victimes ici. Il est établi que mon commandant s'est rendu au stade et qu'il n'est s'y est rendu qu'avec Foromo. Ça, c'est quelque chose qui est établi. Qu'il s'est rendu au stade, qu'il n'avait aucune troupe derrière lui et il a sauvé les leaders. Il n'était suivi par aucune troupe. Donc, Monsieur le Président, il fallait profiter de cette erreur d'appréciation pour sacrifier mon commandant. Ça a été ça, le jeu des véritables auteurs. Monsieur le Président, il fallait le sacrifier. Et pour ce faire, une véritable campagne de diabolisation, d'expiation contre mon commandant, faisant de lui un bouc émissaire, faisant de lui une victime expiatoire, va être entreprise par les services spéciaux. Monsieur le Président, les services spéciaux vont s'y mettre. D'abord, le même jour, le jour où ces événements malheureux sont arrivés en notre pays, ces mêmes jours, Monsieur le Président, ce sont les communications radio, les talkie-walkie, qui ont fini par
fabriqué déjà mon commandant et ces hommes imaginaires. Monsieur le Président, je vous invite à lire le procès verbal du patron des services spéciaux, où il dit qu'il a appris à travers le talkie-walkie que Toumba et ses hommes ont fait irruption au stade. C'est le premier responsable de ces services. Donc, les talkie-walkie des services spéciaux font partie du complot. Quand on parle du complot ici, je ne peux qu'en rigoler. La victime du complot, c'est mon commandant. Ce sont les comploteurs qui veulent inverser l'étiquette qui est la leur. Ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, toujours à propos de ces talkie-walkie, fabricant du coupable, Toumba et ses hommes, vous avez M. Sori Kondé qui a déclaré ici, Monsieur le Président, il a dit aussi dans son PV que c'est à travers son talkie-walkie qu'il a appris que Toumba et ses hommes sont les auteurs du massacre. Et les talkie-walkie des services spéciaux. Et, Monsieur le Président, c'est regrettable. C'est regrettable. Monsieur le Président, Monsieur Tchegourou est même allé plus loin. Lorsque vous prenez connaissance de son procès verbal, lorsque vous suivez son interrogatoire dans ses prétoires, il est allé plus loin. Il s'est attribué la version des faits de mon commandant. Il dit que c'est lui qui a sauvé les leaders. Et quand il a sauvé les leaders, le commandant Boubacar Diakité Ditumba l'a suivi. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, celui-ci a sorti une grenade et a menacé de faire sauter la clinique si jamais ces leaders y étaient admis. Et, Monsieur le Président, on peut être aussi crié. Lisez son procès verbal d'interrogatoire. Suivez son interrogatoire ici. Voilà. Il s'est fait passer pour mon commandant, pour l'héros. Le héros, disons. Il s'est fait passer pour le sauveur. Il s'est fait passer pour le libérateur. Et il fait passer mon commandant pour Marcel. C'est comme ça. On aide la justice de son pays. Monsieur le Président, et mon commandant n'était pas là. Quand ces enquêtes se menaient, c'est le même ministre de la Justice qui était là. C'était les Kéboro qui étaient aux affaires. C'était eux qui étaient hissés à la présidence, aux mêmes services spéciaux. C'était les mêmes PV qui étaient là. C'était eux qui tenaient le pouvoir. Même à l'avènement du général Sekouba, Monsieur le Président. Et vous voyez que cette manipulation a si bien marché qu'elle a fini par trouver écho au sein de la commission d'enquête nationale dite indépendante, parce que le président de cette commission, vous l'avez entendu, déjà lui disculpait Tchegboro, déjà il l'innocentait, et il a conclu à la responsabilité pénale de mon commandant qui n'a pas été entendu par sa commission. Monsieur le Président, vous voyez, dans le même exercice, dans la même entreprise de fabrication d'un coupable tout fait, d'un coupable à tout prix, vous avez un autre élément des services spéciaux
M. Blaise Gomou, qui vous a dit ici, Monsieur le Président, qu'il aurait vu mon commandant débarquer à l'esplanade du 28 septembre avec 4 à 5 pick-up de bérets rouges, des pick-up de couleur blanche, et mon commandant serait descendu d'un autre pick-up de couleur blanche et que ces bérets rouges seraient venus l'encercler et que par la suite, ils se sont mis à tirer pour entrer dans le stade. Et on peut être aussi cruel. Vous avez suivi ici Général Bafoué, qui a parlé de l'arrivée des 2 camionnettes, qui a parlé du véhicule de commandement, qui a été très clair, qui a dit que mon commandant est venu après, bien après l'arrivée de ces camionnettes, bien après l'arrivée de leur véhicule de commandement. Et que, au moment où ils sortaient, les 2 camionnettes avaient fini d'exécuter la sale besoin qui leur a été confiée par le président Dadis. Ces 2 camionnettes et leur véhicule de commandement avaient déjà quitté. Monsieur le Président, il a été établi au cours des débats. Je vais y revenir. Lorsque je parlerai, j'ai prévu une rubrique par rapport à ça. Lorsque je parlerai de l'innocence de mon commandant, et il a été établi ici que mon commandant est venu dans une voiture, dans une jupe, disons, de couleur bleue ou sombre. Et M. François-Lucien Fall l'a dit ici, il n'était pas venu dans un pick-up de couleur blanche. Il a également établi que mon commandant, quand il est venu, il s'était fait accompagner par un civil. François-Lucien Fall l'a confirmé ici, Monsieur le Président. Alors, quelle cruauté! Pourquoi aller juste qu'à être tenté de faire porter leur responsabilité pénale à mon commandant? Monsieur le Président, vous voyez, même colonel Sori Kondé qui a comparu ici, alors il s'était permis d'accuser dans le même sens mon commandant dans son PV, mais finalement il est venu se rétracter devant vous ici. D'ailleurs, l'absence du commandant au pays en ce moment a été considérée comme une aubaine, perçue comme une aubaine pour ces accusateurs, pour ceux qui voulaient faire de lui leur bouc émissaire, pour se blanchir, pour s'innocenter, pour se disculper. Monsieur le Président, en lui faisant porter la responsabilité pénale des faits du 28 septembre, qui est la leur, et non celle de mon commandant, Monsieur le Président. À un moment donné, certains ont même pensé que mon commandant ne vit plus, qu'il serait mort en Gambie. Que Dieu vous donne longue vie, mon commandant. Et M. C.C. Raphaël, c'est lui qui l'a dit dans son procès verbal d'interrogatoire. Il a confirmé ici à cette audience. Donc, il fallait, puisque mon commandant est présumé mort, il fallait lui faire porter le chapeau de leur crime. Mais ils ont tellement réussi dans cette entreprise que certains officiers, Monsieur le Président supérieur, n'étaient pas en reste. N'étaient pas en reste. Vous voyez que général Ansoumane Bafoué, lui aussi, il l'avait accusé dans son procès verbal de déposition, avant de venir se rétracter ici, Monsieur le Président. Avant de se venir rétracter ici. Je vais y revenir. Certainement,
le fait par lui d'avoir été à la Mecque, au pèlerinage, doit en être quelque chose.